Tout d'abord, merci au professeur Alafia de m'avoir invité pour vous donner ce séminaire. Vous avez un professeur très sympathique et très compétent. Donc l'idée du séminaire, c'est de présenter les synergies entre le domaine de l'optimisation et le domaine du machine learning. Et c'est quelque chose de rare, étant donné que les deux communautés sont présentes dans des conférences différentes. Donc là, j'ai essayé de faire un lien entre les deux domaines, qui aujourd'hui sont des domaines très importants qui ont pas mal d'applications. Ok. Et donc, il y a deux parties qui sont complètement différentes. Dans la première partie, on va essayer de présenter comment le machine learning peut aider l'optimisation. Donc c'est dans le sens machine learning pour optimisation. Et la deuxième partie, c'est exactement le sens inverse, comment l'optimisation peut aider le machine learning. Donc c'est deux questions qui sont différentes, mais bien sûr on utilise les mêmes outils scientifiques. D'accord ? Donc pour ceux qui sont spécialistes de l'optimisation, vous allez voir que le machine learning peut aider à développer, à concevoir des méthodes efficaces. Et je vais vous donner pas mal d'exemples. Par exemple, dans toute méthode d'optimisation, il faut définir la fonction de score, la fonction scoring, il faut définir les opérateurs de recherche qui permettent de générer de nouvelles solutions, il faut définir la solution initiale, il faut trouver les meilleurs paramètres pour une méthode. Aussi, le machine learning peut aider à modéliser le problème, peut aider à décomposer le problème, à trouver de bonnes décompositions, parce que vous savez tous qu'aujourd'hui, on a des problèmes de très très grande taille, on ne pourra jamais les résoudre sans avoir à décomposer le problème. Donc le machine learning peut aider à trouver les meilleures décompositions de votre problème. Donc ça, c'est la première partie. Comment l'optimisation peut être aidée par le machine learning pour développer des méthodes. D'accord ? Dans la deuxième partie, vous allez voir que tout problème de machine learning peut être formulé comme un problème d'optimisation. C'est clair, net et précis. D'accord ? Une fois qu'on modélise le problème, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut le résoudre. Là, on va discuter un petit peu de la complexité de ces problèmes-là, mais vous allez voir que l'enjeu principal de ces tâches qui sont classiques au machine learning, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage supervisé, la sélection d'attributs, ou bien l'apprentissage par renforcement séquentiel, ou les règles d'association, tous ces problèmes-là sont des problèmes un peu difficiles. La plupart d'entre eux sont combinatoires, et l'enjeu principal, c'est la formulation du problème et sa résolution. Donc l'optimisation, il faut qu'on soit présent. D'accord ? Et ça, c'est un des problèmes aujourd'hui qui est crucial. Tous les modèles de machine learning, il y a beaucoup de paramètres. Comment, ce qu'on appelle les hyperparamètres, comment trouver ces hyperparamètres de façon automatique. Non pas jouer au dé, qu'on font la plupart aujourd'hui. On essaye de jouer au dé pour trouver les paramétrages. Donc ce problème d'hyperparamétrage, mais bon, c'est un problème complexe, c'est pas aussi facile que ça, mais si on veut le traiter de façon rigoureuse, il faut le formuler, et vous allez voir que ça n'est qu'un problème d'optimisation à résoudre, qui est difficile certes, mais l'optimisation doit s'occuper aujourd'hui de résoudre ce type de problème. En plus, c'est des problèmes très cruciaux aujourd'hui. On verra, je vais vous donner quelques exemples. D'accord ? Je pense que c'est clair, le message est clair. Donc je vais attaquer la première partie. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer peut-être d'accélérer certaines choses. Et ensuite, on s'attaquera à la deuxième partie, et bien sûr, on va traiter toutes les perspectives. Et là, j'ai dessiné un petit peu
Sur Google, j'ai cherché le nombre de papiers ces dernières années qui traitent l'aspect optimisation, machine learning, et puis les papiers qui combinent les deux approches. Vous voyez très bien que le machine learning explose. L'aspect optimisation reste un peu stable, mais il y a très très peu de travaux. Ça se comprend parce que les deux communautés sont complètement différentes. Ils ne se communiquent pas. Donc rares sont les personnes qui font ce lien. D'ailleurs, même si vous avez eu des cours, tous les bouquins aujourd'hui de machine learning, c'est ça ce qui colle. Donc, tous les bouquins de machine learning ne formulent pas la question de cette façon-là. Pour moi, ce n'est pas une bonne façon d'enseigner le machine learning. Je vous assure que j'ai enseigné pas mal d'années ce cours-là et j'ai regardé pas mal de bouquins. La façon de présenter les choses est un peu dictionnaire. Les gens ne connaissent même pas la complexité du problème. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont en face. C'est un dictionnaire. Avec le clustering, on commence par présenter les méthodes, K-means, blablabla. Et puis les logiciels aujourd'hui, ils vous aident à appuyer sur une touche. Et puis, donc, je vous assure que la plupart, même des gens qui ont suivi ces formations-là, ne savent même pas la complexité des problèmes qui sont en face. Et d'où vient le début de l'apprentissage? Pour faire l'apprentissage. D'accord? C'est ça ça c'est ma position personnelle. Maintenant, on s'attaque à la première partie. Première partie, comment le machine learning peut aider l'optimisation. Donc la première question qui se pose, les méthodes d'optimisation aujourd'hui n'utilisent pas de la connaissance à partir des données qu'elles génèrent. Toutes les méthodes d'optimisation génèrent des données. Génèrent des données, que ce soit statiques ou dynamiques. On a des données sur le problème qu'on est en train de résoudre, sur la résolution historique de ces problèmes-là. On a des données sur les instances qu'on va résoudre. Il y a des données. Et puis il y a des données dynamiques. Toute méthode d'optimisation, qu'elle soit exacte ou heuristique, elle génère des données. Elle génère des solutions, elle génère des bonnes solutions. Il faut aussi apprendre des mauvaises solutions. Il ne faut pas apprendre uniquement des bonnes solutions. On génère des bonnes solutions, on combine des solutions, on génère des mauvaises solutions, que ce soit dans l'espace décisionnel, dans l'espace objectif. Mais la plupart des méthodes d'optimisation, elles utilisent aucune connaissance de ça. Donc l'idée ici, elle est simple. Comment extraire des connaissances à partir de ces données-là afin d'aider ou de guider de façon plus efficace une méthode d'optimisation. C'est ça l'idée. Okay. Et bien sûr, on est là pour améliorer la méthode. Bon, c'est vrai que je vais me focaliser sur plus ou jamais. Et puis, n'oubliez pas une chose. Toujours garder ça en tête. Que ce soit en machine learning ou en optimisation, il y a toujours un compromis entre l'exploration et l'exploitation. Ça, il faut toujours garder en tête. Toute méthode d'optimisation, ou toute méthode aussi de machine learning, essaie toujours trouver un bon compromis entre l'exploration de l'espace et l'exploitation des caractéristiques des bonnes solutions. Toute méthode cherche à trouver ça. D'accord? Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et puis on est là aussi, attention, il y a différents critères, la qualité, le temps, qualité et la robustesse. C'est toujours ces trois critères qui rentrent en jeu. Le temps, la qualité et la robustesse. It's okay? Good. Maintenant, je vais vous présenter de façon très... Vous savez, si je commence à vous donner la liste des méthodes d'optimisation, il me faut une semaine. Donc, je vais vous décrire ça, avant de parler de ça, de façon très pédagogique. Quelles sont les méthodes aujourd'hui d'optimisation populaires? Donc, les méthodes exactes, vous avez tout ce qui est branch and bound, branch and cut, branch and price, etc. Programmation dynamique, ça... D'ailleurs, toute la théorie de l'apprentissage séquentiel est basée sur la programmation dynamique. Tout, si vous regardez de près, tous les algos d'apprentissage par renforcement sont basés sur la programmation dynamique, c'est la programmation dynamique. Et là, qui est issue de l'intelligence artificielle. Et puis, vous avez les méthodes approchées qui sont là pour résoudre des problèmes compliqués qu'on ne peut pas résoudre avec des méthodes exactes. Donc, quelles sont les méthodes les plus populaires? Moi, je les classe en deux méthodes. Les méthodes qui améliorent une solution unique, c'est-à-dire ils travaillent, par exemple, le gradient, la recherche locale, c'est des méthodes qui améliorent une solution unique. Et puis, vous avez les méthodes à base de population.
Je vais vous donner un peu la différence. Donc, les méthodes les plus classiques, c'est le gradient, le recueil simulé, la recherche tabou, et j'en suis. Et les méthodes à base de population, tout ce qui est méthode évolutionnaire, particle swarm, les essaims particuliers, les colonies de fourmis, etc., etc. Mais, je ne vais pas vous faire le catalogue aujourd'hui. Pour moi, d'ailleurs c'est pour ça, je vais vous donner une description pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces méthodes-là. Je vais quand même donner un minimum. Je ne vais pas compliquer la présentation des choses. Qu'est-ce qu'une méthode itérative à base d'une solution unique? On démarre d'une solution aléatoire, initiale. On génère ce qu'on appelle un voisinage. Le voisinage d'une solution, il faut qu'il soit réduit. Il ne faut pas qu'il soit exponentiel, sinon ça, on ne peut pas résoudre le problème. On sélectionne une méthode du voisinage et puis on itère. C'est des méthodes itératives qui sont basées sur une recherche locale à base de voisinage. Et là, il y a des dizaines, des centaines de méthodes qui sont basées là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, sachez une chose. Bon, vous avez la méthode de gradient de recherche locale. Toutes les méthodes qui ont été inventées, c'est quoi l'objectif? Comment s'échapper des optimums locaux? Et chacun, il joue sur un ingrédient. La recueil simulé va jouer sur l'acceptation des solutions. La recherche, le ILS va jouer sur la solution initiale. VNS va jouer sur le voisinage. Ils vont tous jouer sur un des composants afin de s'échapper des optimums locaux. Maintenant, les méthodes à base de population. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les méthodes à base de population? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a des opérateurs qui recombinent des solutions. On ne travaille pas sur une solution unique. On a des opérateurs qui recombinent des patterns de solutions qui sont bonnes, afin de converger vers une meilleure solution. Moi, donc là, ils sont un peu plus intéressants en termes de diversification. Je travaille sur une population, donc en termes de diversification, elles sont plus puissantes que les méthodes de recherche locale. Mais en termes d'intensification et d'exploitation, elles sont moins bonnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des méthodes efficaces sont hybrides. Elles combinent les deux. Ça, je peux vous le garantir. Pour n'importe quel chronomètre que vous prenez, les meilleures méthodes, c'est des méthodes hybrides. Ça, c'est clair. Maintenant, moi, je classe ces méthodes-là en deux sous-classes. Les méthodes qui vont combiner directement des solutions, par exemple les algorithmes évolutionnaires, ils vont combiner génétiquement les solutions, directement. Et les méthodes que j'appelle, moi, indirectes, par exemple les colonies de fourmis ou les EDA, eux, d'ailleurs, si on regarde l'historique de ces méthodes-là, je peux vous dire que ces méthodes utilisent le machine learning. Que font ces méthodes? Ils ont une population de solutions, ils caractérisent les bonnes solutions, et ils génèrent un modèle à partir des bonnes solutions. Ce modèle peut être basé sur probabilité, les réseaux gaussiens, bayésiens. En fait, c'est ce qu'ils font. À partir de ce modèle, ils génèrent de nouvelles solutions qui, normalement, vont hériter des meilleurs patterns de la solution courante. Donc, quelque part, on peut annoncer la couleur, ces méthodes-là utilisent le machine learning. D'ailleurs, le Q-learning est utilisé dans le code de fourmi. On peut modéliser le phénomène du code de fourmi comme Q-learning. Voilà. Donc, voyez-vous, il y a déjà des méthodes qui font du machine learning sans le dire explicitement. Good. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à écrire ce bouquin. Et j'ai pas perdu mon temps. Pourquoi j'ai pas perdu mon temps? Parce que j'ai essayé d'unifier un petit peu ce domaine. Parce que ce domaine, ça va dans tous les sens. Il y a des centaines de méthodes. Chacun veut s'inspirer de la nature. Mais oubliez les noms de méthodes. Pour moi, le plus important, c'est ces questions-là. Ces questions-là se trouvent... Si on n'a pas une bonne réponse à ces questions-là, arrêtez. Arrêtez. Si vous avez une bonne question à ces questions-là, utilisez n'importe quelle méthode. Utilisez n'importe quelle méthode. Oubliez le nom des méthodes. Bon, j'ai pas le temps de... Il me faut un cours de 14 heures pour parler de cette histoire-là, mais soyons clairs. Les questions les plus importantes, c'est ça. Comment définir la solution initiale, la population initiale? Comment formuler la fonction objectif? Comment définir les opérateurs de recherche? N'oubliez pas, les opérateurs de recherche, c'est eux qui vont vous permettre de générer de nouvelles solutions. Dans les méthodes de recherche locale, c'est le voisinage. Il n'y a pas autre chose. Si votre voisinage est mal défini, vous êtes mort. Si votre voisinage est bien défini, je vous assure que même si vous utilisez une simple recherche locale, ça marche.
Voyez-vous, faites attention. Et là aussi, les méthodes à base de population. Si vous avez une bonne méthode de recombinaison, soyez sûr, même si vous utilisez une méthode simple, ça va marcher. Mais si votre méthode de recombinaison n'est pas efficace, elle n'a pas de bonnes propriétés, forget. Et puis n'oubliez pas une chose, on a parlé de ça ce matin, dans une thèse, ces méthodes, il y a plusieurs paramètres. Comment trouver le bon paramétrage? Et là, le machine learning peut aider. Donc, c'est quoi mon discours là, dans cette partie-là? Je vais vous montrer quelques exemples d'application du machine learning pour répondre à ces questions. Donc, le machine learning peut aider pour toutes ces questions, qui, pour moi, sont les plus importantes. It's OK? Donc, commençons. Ah oui, et j'ai oublié une chose. Donc, ça, c'est les concepts liés à la méthode. Et ça, c'est d'autres questions qui sont importantes. Comment analyser la structure d'un problème? Comment décomposer un problème? Et comment sélectionner le meilleur algorithme? Aujourd'hui, si vous avez à votre disposition plusieurs algorithmes, comment trouver le meilleur? Et là aussi, ça c'est des questions fondamentales. Aujourd'hui, le machine learning peut aider à répondre à ces questions. C'est OK? Good. Quelques mots sur le machine learning, hein, pour que tout le monde comprenne la suite. Quelles sont les principales tâches du machine learning aujourd'hui? Comme j'ai dit tout à l'heure, apprentissage supervisé, on réduit une classe à partir d'autres attributs. L'apprentissage non supervisé qui s'appelle clustering, segmentation. Là, c'est une histoire de partitionner les données. La sélection d'attributs qui pour moi est une tâche hyper importante. Comment trouver les variables les plus significatives, les attributs les plus significatifs. C'est une tâche très importante. Les règles d'association, comment trouver les différentes corrélations. Bon là, je pense qu'il faut que je n'ai pas eu le temps de mettre à jour ce slide, mais il faut parler un petit peu plus de l'apprentissage séquentiel par renforcement. Parce que je vais en parler beaucoup dans les slides qui suivent. L'apprentissage par renforcement, c'est aussi une tâche aujourd'hui qui est de plus en plus populaire. Il y a 10 ans, personne ne parlait de l'apprentissage par renforcement. Personne. Il n'y a aucune application. Aujourd'hui, d'un seul coup, ça explose. Merci au système de recommandation. Merci Google, merci Facebook, merci. Maintenant, moi, pour chacune des classes, il y a des dizaines, des centaines de méthodes. Je ne vais pas vous faire un catalogue, mais peu importe. Je vais pas, dans mon discours, je ne vais pas parler qu'est-ce qu'on va utiliser. Mais moi, je vais juste plus parler comment formuler le problème, classification, clustering, etc. Mais sachez que pour chacune de ces tâches-là, vous avez de nombreuses librairies, de nombreuses méthodes. Ne me posez surtout pas la question quelle est la meilleure méthode pour chacune de ces tâches-là. Tout dépend des caractéristiques de votre problème. OK? OK, maintenant, on attaque. On attaque. Solution initiale, population initiale. Tout le monde, que fait-on aujourd'hui? Aléatoire, 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 aléatoire. Everything. Random. Tout le monde utilise random solution. D'après mes lectures, j'ai fait une petite classification. Le machine learning peut aider de 3 façons pour générer votre solution initiale. Première façon, incorporer de la connaissance extraite a priori sur votre problème, sur vos instances. Vous pouvez utiliser par exemple des techniques de transfer learning. L'idée ici, c'est lorsqu'on résout un problème, on a de l'historique. Il y a de l'historique quand même. Pire, il y a des problèmes similaires. Il y a de l'historique en termes de la résolution des instances, il y a des problèmes similaires. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont dans la communauté en recherche opérationnelle. Il y a des familles de problèmes qui sont similaires. Ce n'est pas parce que vous avez rajouté une contrainte ou vous avez changé la fonction objective que le problème change. Donc l'idée ici, c'est, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce mot-clé de transfer learning, l'idée c'est comment transférer l'apprentissage de la résolution d'un problème à un autre problème qui est similaire. Donc l'idée ici c'est quoi? Cet historique-là, il va vous donner éventuellement des goûts, des patterns qui sont bons, et ces patterns-là, vous savez qu'ils sont bons. Pourquoi générer une solution initiale aléatoire? Dès le début, vous les intégrez, ou peut-être l'expert aussi. Hein. Dès le début, il faut les intégrer dans la solution. Comme ça, quelque part, vous allez restreindre la complexité du problème.
Bon, je vous donne un exemple. Pratique, vous pouvez utiliser, tout le monde peut utiliser. Si vous utilisez la recherche locale, ou n'importe quelle méthode, et vous générez des dizaines, des centaines de solutions, si toutes ces solutions-là ont le même pattern quelque part, je pense qu'ils vont mieux le fixer. Par exemple, dans le voyageur de commerce, il y a un résultat théorique qui dit que tous les optimats locaux partagent 60% des arcs. Waouh! C'est 60%, là. Dès le départ, il faut les fixer. Là. Pourquoi vous démarrez le 60%? Donc, vous allez extraire la connaissance sur le problème. Il y a des bons patterns, intégrez tout de suite ces patterns-là au départ. Parce que vous savez que l'optimum global a de fortes chances. On ne va pas dire toujours, hein, jamais, c'est la complexité du problème, a de fortes chances que ce pattern-là soit présent. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, rappelez-vous de cette histoire de diversification. C'est hyper important dans les méthodes à base de population, que la population initiale soit bien diversifiée dans l'espace. Il ne faut pas croire que la méthode aléatoire est la meilleure méthode pour avoir la diversification. Les gens pensent que s'ils font de l'aléatoire, ils auront une meilleure diversification. C'est faux. Complètement faux. Donc là, il y a pas mal de techniques qui sont très utilisées en machine learning. Et en statistique, l'école statistique, ici, est très présente, tout ce qui est experimental design, etc. C'est quoi l'idée de l'experimental design? C'est des méthodes déterministes, pas aléatoires, mais qui vous assurent une très bonne diversification. Donc l'idée ici, c'est utiliser des méthodes. Bon, je donne quelques exemples, mais je ne suis pas exhaustif. Hein. Utiliser des méthodes statistiques ou machine learning pour vous assurer au départ que vous avez une bonne diversification dans votre espace de décision. Parce que si votre population initiale est bien diversifiée, soyez sûr que la méthode d'optimisation serait plus efficace. Ok? Troisième façon de faire, elle est toute simple, c'est utiliser le machine learning pour améliorer les solutions. Il y a pas mal de personnes qui vont utiliser ce type de codage des solutions, au position-based learning, ou des techniques d'interpolation, des réseaux de neurones, tout simplement appliquer ces techniques-là pour démarrer d'une bonne population, ou d'une bonne solution. Donc voyez-vous, sur la question de la génération des solutions initiales, il y a trois façons de faire. Intégrer des bons patterns, aider à une meilleure diversification, et enfin, améliorer les solutions. Bon, je suis en train de rédiger un article là-dessus, qui sera disponible dans quelques temps. Donc, il y aura beaucoup plus de bibliographie. Hein. Donc là, je donne quelques exemples. Good. Passons à la fonction objectif. C'est important, la fonction objectif. Et vous allez voir, même dans la deuxième partie, lorsque je parle de machine learning, vous allez voir que l'une des plus grosses problématiques du machine learning, c'est que la fonction objectif est très très coûteuse. Lorsque vous avez des problèmes où la fonction objectif est très coûteuse à évaluer, là, vous êtes gêné. C'est vraiment une complexité très très forte par rapport à ces méthodes. Parce que, vous imaginez, il y a des problèmes aujourd'hui, la fonction objective. Quelques minutes, c'est déjà trop. Mais il y en a quelques heures, quelques jours et quelques semaines pour évaluer cette solution. S'il y a des ingénieurs ici dans la salle, génie civil, mécanique, aéronautique, automobile, tout ce qui est, tous les problèmes où la fonction objective est, et même y compris machine learning. Si vous avez des fonctions, ou bien ce qu'on appelle black box, ça c'est un domaine très très chaud aujourd'hui, c'est-à-dire que votre fonction, c'est une boîte noire. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Si vous faites la simulation, c'est la même chose, c'est une boîte noire. Et les simulations, généralement, sont coûteuses. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez des problèmes où la fonction objective est très très coûteuse, ça c'est un domaine très très chaud aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce domaine? Parce que si vous posez la question à n'importe quel ingénieur, il va vous dire, ouais, mais ça, on fait ça depuis 30 ans. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Bon, il y a deux façons de faire, il n'y a pas mille. Soit vous réduisez le nombre d'évaluations, en faisant par exemple du clustering, soit vous faites ce qu'on appelle du metamodeling, bon, réduction de modèles, surrogate models, metamodeling, c'est ça les mots-clés qu'on utilise. Et ça, c'est quoi en fait l'idée? L'idée, au lieu d'utiliser la fonction objective originale, qui est impossible à utiliser, on utilise le machine learning pour prédire la fonction. On va prédire la fonction. On oublie la fonction originale. Comment on fait? C'est simple. On génère des points par des techniques
par des techniques que je vous ai annoncées tout à l'heure. Donc, vous pouvez générer quelques points et vous allez prédire votre fonction objective. Vous avez trouvé. Et là, ne parlez pas des... c'est un problème de classification. Ok? Toutes les méthodes de classification ont été explorées. Il y a beaucoup de travaux dans ce domaine. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qu'il y a de nouveau, c'est on fait les choses de façon un peu plus intelligente. Je vais vous donner un exemple plus précis. Supposez que vous avez le problème, la fonction objective en noir qui est décrite ici. Mais je ne la connais pas, cette fonction, attention, je ne la connais pas. L'idée est la suivante. Je génère, voyez-vous là par exemple les méthodes statistiques Latin Hypercube Design, qui me permettent de générer des points de façon diversifiée. Je ne génère que 4 points, par exemple. Et je prédis, utilisons les réseaux neuronaux, tout ce que vous voulez, les réseaux gaussiens, je prédis cette fonction-là. Ça, c'est la fonction prédite. Ce n'est pas la fonction originale qui est au noir ici. Et par exemple, si j'utilise ce qu'on appelle Kreyig, c'est les réseaux gaussiens, si j'utilise ce modèle-là, il va me donner des informations très intéressantes. Regardez ce qui est en violet là. Ces informations, je les ai. Expected value, il va me donner la moyenne et l'incertitude. Waouh! Et là, je vais utiliser cette information-là, pour diriger l'optimisation. Là, quelles sont les régions que je vais... C'est pour ça que j'ai insisté au début, là. Exploration, exploitation. Quelles sont les régions où je vais aller? C'est les régions où expected value est bonne, et la région où il y a une grosse incertitude. Là, il faut diminuer cette incertitude. Et là, il y a eu des travaux. C'est un domaine très très chaud. En fait, ça, par exemple, c'est une mesure qui a été proposée, ce qu'on appelle expected improvement. L'amélioration expected. Et là, regardez ces 2 critères. Je ne vais pas détailler, mais l'exploitation, l'exploration. Toujours. Ça revient toujours. Exploiter, aller vers les solutions où il y a une bonne moyenne. L'exploration, là où j'ai beaucoup d'incertitudes, il faut y aller. Il faut encore explorer, je ne sais pas, parce que j'ai trop d'incertitudes. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai dessiné, ça c'est le problème, j'ai dessiné l'expected value. Et ce problème-là, je vais le résoudre avec une méthode d'optimisation, et je vais trouver le point qui maximise l'expected value. Et là, quel est le point que je vais générer? Le point que je vais générer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction originale. Je vais utiliser la fonction originale, qui est en noir tout à l'heure. Le nouveau point, il est où là? Le voilà. Je l'évalue avec la fonction originale. Donc jusqu'ici, j'évalue que 5 points. Et qu'est-ce que je fais? J'utilise encore une fois le machine learning pour prédire la nouvelle fonction, avec le nouveau point que j'intègre. It's very smart. Les points où je suis sûr qu'il y a une solution intéressante, je ne vais jamais générer les évaluer. Et je vais, dans les régions intéressantes, affiner le modèle. Affiner le modèle. Vous voyez par exemple ici, soyez sûr qu'il ne faut jamais y aller. Incertitude moyenne. Puis le pire, c'est impossible que la solution soit là. Vous voyez, donc c'est cette information-là qui va me dire là où il faut aller. Et c'est toujours exploration, exploitation. Ça, c'est un domaine très très chaud. Beaucoup de recherches aujourd'hui actives dans ce domaine. Et là, c'est un très bel exemple comment l'optimisation et l'apprentissage. Et vous allez voir à la fin, dans la deuxième partie, il y a beaucoup de problèmes qui ressemblent à ce type de problème. Vous devez faire du surrogate parce que c'est des problèmes très très compliqués. Très bien. Passons aux opérateurs de recherche. Attention, hein, les opérateurs de recherche, c'est eux qui vont nous permettre de générer de nouvelles solutions. Voisinage, recombinaison.
Bon, parlons de la recombinaison, par exemple. Ceux qui connaissent les méthodes à base de population, comme les algorithmes évolutionnaires, par exemple, tous les opérateurs de recombinaison sont développés de façon stochastique. Allez, on coupe un point, on recombine tous, y compris le recueil simulé, y compris... Toutes les méthodes sont aléatoires. Ils n'utilisent aucune information. Waouh! Waouh! Là, nous, on a proposé des choses là-dessus, mais je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais je vais vous donner l'idée. Si vous travaillez sur une population de solutions, la recombinaison consiste à aller sélectionner des solutions et les recombiner de façon aléatoire. Aléatoire. On peut mieux faire que aléatoire. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On a l'histoire de la recherche, l'historique. C'est-à-dire qu'on a les populations. À partir de ces populations, on peut extraire des bons patterns. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? D'accord? Et au lieu de faire ça de façon aléatoire, on réutilise ces patterns dans la recombinaison. On réutilise ces patterns dans la recombinaison. Est-ce que vous comprenez ou je vous donne un peu plus de détails? L'idée, c'est très simple. Vous pouvez utiliser des modèles de classification, des modèles de règles d'association. Si vous utilisez la règle d'association, par exemple, pour extraire des règles qui vont vous dire si cette solution est bonne, ça veut dire que cette variable et cette variable auront cette valeur. Utilisez ça. Au lieu de faire de façon aléatoire la recombinaison, au lieu de faire de façon aléatoire l'exploration d'un voisinage, je vais explorer que ce qui est intéressant. Donc vous allez réduire les temps de recherche et pas générer des solutions qui servent à rien. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Concevoir des opérateurs, il y a eu beaucoup de papier. L'idée, c'est d'utiliser des modèles de machine learning sur l'historique de la recherche afin de générer les bons patterns. Et ces patterns-là, vous les réutilisez donc dans l'opérateur. Ça peut être des arbres de décision, tout ce que vous voulez. Mais les problématiques ici, c'est plus des problématiques de classification et de règles d'association. Puis bon, ça j'en ai parlé au début. Les algorithmes, là, style de population de fourmis, Bayesian-based optimization, population-based incremental learning, ça a été proposé dans les années 70-80. Mais à ce moment-là, le machine learning, c'était pas la mode, donc personne n'en parlait. Mais là, on revisite la chose. Ben oui. Que faisaient ces algos-là? Ces algos sont très populaires. Que faisaient? Il n'y a pas de recombinaison directe. Regardez les EDA, ça a été proposé dans les années 90, 80. Ils généraient une population, au lieu de recombiner et de faire la mutation aléatoire, ils généraient un modèle qui caractérise qu'est-ce qu'une bonne population, qu'est-ce qu'un bon ensemble de solutions. Et à partir de ce modèle-là, ils génèrent de nouvelles solutions. Donc là, il y a des idées qui sont basées sur le réseau bayésien, sur le learning incrémental, sur les modèles probabilistes, les modèles graphiques, tout ce que vous voulez. L'idée est la suivante, à partir de la population, on génère un modèle, et à partir du modèle, on génère de nouvelles solutions. On ne combine pas directement les solutions. Et ça existe depuis 30 ans. Mais à ce moment-là, le machine learning n'était pas à la mode, donc c'était des algos pas très populaires. Good. Bon, le paramétrage, tuning des paramètres. Lorsque vous avez, et non pas uniquement dans l'optimisation, lorsque vous avez un domaine où il y a beaucoup de paramètres, comment le machine learning peut vous aider à trouver le meilleur paramétrage. Là, je ne vais pas vous donner la liste de tous les paramètres et des méthodes, mais sachez que dans n'importe quelle méthode, il y a beaucoup de paramètres. Vous pouvez faire ça online ou offline. Offline, ça veut dire avant l'exécution de l'algo, vous devez fixer les paramètres. Online, moi, je suis plus... je donne... C'est plus efficace de faire online. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Online, ça veut dire le paramètre va changer au cours du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un meilleur paramètre statique. La meilleure valeur au début, à la fin, peut être différente. Donc l'idée, c'est pas de faire ça de façon statique, de dynamique, adaptative. Et ça, croyez-moi que c'est le cas. Il n'y a pas de valeur optimale statique. Ça, il n'y a pas. Ça dépend de l'instant, ça dépend de la recherche, ça dépend de comment se passe la recherche. Il vaut mieux faire de l'apprentissage en live.
Et là, on a vu ce matin un exemple de thèse d'une personne qui travaille là-dessus. On le peut utiliser, mais là, les techniques, à mon avis personnel, l'apprentissage par renforcement, c'est un bel exemple à utiliser pour faire du online tuning. L'apprentissage par renforcement a été inventé pour ce type de tâche. Why not? Pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, et là, il y a le nombre de papiers là-dessus commence à exploser. Hein. L'utilisation d'apprentissage par renforcement. Non pas uniquement choisir les paramètres, mais choisir le meilleur opérateur. Parce qu'il y a plusieurs problèmes et vous avez un choix entre plusieurs opérateurs. Il n'y a pas un seul opérateur de voisinage, il n'y a pas un seul opérateur de combinaison, il n'y a pas un seul opérateur de mutation. Si vous avez plusieurs opérateurs, qu'est-ce que vous allez faire? Le choix, en fait, c'est un problème de sélection, un problème de choix politique. Policy selection, c'est quoi? Apprentissage par renforcement. J'ai plusieurs politiques, laquelle est meilleure? Reward, et là, bon, je ne vais pas faire un cours sur l'apprentissage par renforcement, mais croyez-moi que l'apprentissage séquentiel ici est un outil naturel pour la sélection de paramètres, la sélection d'opérateurs, etc. Good. Bon, ça c'est un domaine qui est très vieux. Comment analyser la structure d'un problème? Comment analyser la structure d'un problème d'optimisation? Ce qu'on appelle landscape. Ça c'est un problème d'optimisation. Quelle est la topologie des optima locaux? Quelle est la topologie des plateaux? Est-ce qu'il y a de la neutralité? Quelle est la taille des bassins d'attraction? La multimodalité, la corrélation de variables? Il y a plusieurs machine learning, des statistiques qui peuvent vous aider à extraire de la connaissance sur votre problème. Par exemple, une connaissance intéressante, c'est d'analyser les réseaux d'optima locaux. Si les optima locaux sont concentrés dans une région, si les optima locaux ont plus ou moins la même valeur, si les optima locaux sont diversifiés uniformément dans l'espace, c'est pas la même méthode qu'il faut utiliser. C'est pas la même méthode qu'il faut utiliser. Donc, ça c'est un vieux domaine. Hein. Il est difficile, complexe. Comment utiliser le machine learning afin de mieux connaître votre problème, de mieux caractériser le problème, afin de déterminer la meilleure méthode. Actuellement, j'ai un joli travail dans ce domaine, et j'y crois beaucoup, le machine learning, parce que je vous dis, les problèmes que l'on a aujourd'hui n'ont rien à voir avec les problèmes d'il y a 10 ans. La taille des problèmes augmente de façon exponentielle. On a des problèmes de très très grande taille. Big problems. Okay? Vous devez les décomposer, ces problèmes, pour plusieurs raisons. Et là, la décomposition dans l'espace décisionnel, c'est-à-dire décomposition des variables. La décomposition dans l'espace objectif, si vous avez des problèmes multicritères. La décomposition dans l'espace des données, si vous avez des problèmes avec beaucoup de données. Et là, c'est très naturel d'utiliser le machine learning, par exemple du clustering, afin de trouver la meilleure décomposition du problème. Bon, je vous donne un exemple pédagogique très connu, si vous connaissez les problèmes de routage de véhicules. Imaginez ici que vous avez des millions de véhicules. Vous n'allez pas résoudre un problème avec des millions de véhicules, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas résoudre des problèmes avec des millions de demandes. Vous devez décomposer. Et là, vous faites un simple clustering, ça vous permet de résoudre des sous-problèmes avec des points qui sont clusterisés, bien sûr. Donc le machine learning ici peut vous aider. Bon, j'ai pas mal d'idées là-dedans, hein. J'ai pas le temps de tout déballer, et je ne vais pas tout déballer. Il y a beaucoup d'idées intéressantes dans ce domaine-là, et y compris l'hybridation avec les méthodes exactes. Parce que dans pas mal de problèmes, on a des méthodes exactes qui permettent de résoudre des problèmes de petite taille. Si je génère de façon intelligente des problèmes de petite taille, et que j'utilise des méthodes exactes derrière, wow. Vous voyez donc, je combine le machine learning, les méthodes heuristiques, et les méthodes de la programmation mathématique, les méthodes exactes, afin de générer des sous-problèmes que je peux. Il y a des choses à faire dans le domaine. Il y a des choses à faire. Actuellement, ils le font. Oui, mais il ne suffit pas de dire ils le font, je sais. Mais Par exemple, le apprentissage, dans le graduat, ils font le learning pour qu'ils trouvent le meilleur pas. Ouais, mais ça c'est très vieux ça. D'ailleurs, les meilleures méthodes aujourd'hui en utilisation continue, c'est les méthodes qu'on appelle Evolution Strategy. Là, le pas, il faut qu'ils soient adaptatifs pour accélérer la recherche. Et bien sûr,
Mais non, moi j'ai d'autres idées, c'est pas par rapport à ça, mais on en discutera. L'utilisation. Pour savoir l'utilisation, on va bien continuer, surtout l'utilisation unidimensionnelle. Et donc ça, on commence à descendre beaucoup vers l'aspect fondamental. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est certain. J'ai quelques idées là-dedans. Mais moi je suis un peu plus combinatoire que continu. Et pour ceux qui s'intéressent à l'optimisation multi-objectif, et ça, j'ai vu des entreprises travailler là-dessus. Beaucoup de chercheurs commencent à travailler là-dessus. J'étais il y a 2 mois aux États-Unis et j'ai eu l'agréable surprise qu'il y a une grosse entreprise, que je ne cite pas, Yahoo, où ils ont des problèmes multicritères. C'est non pas le machine learning sur des inputs, sur l'output. Supposez que vous avez un problème où il y a plusieurs solutions intéressantes. Si vous présentez, parce que dans les problèmes multi-objectifs, il y a plusieurs solutions qui sont intéressantes. Si vous prenez cet ensemble-là, vous le donnez à l'expert, il va vous dire comment. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Illisible. Mais si vous lui donnez des outils de machine learning afin d'extraire des connaissances de la sortie, des solutions, le designer, l'expert, je peux vous assurer qu'il va être content. Il va dériver. Je vous donne un exemple simple. Supposez que vous avez cet ensemble de solutions Pareto optimales. Vous faites un clustering, et vous allez extraire le centre, vous lui dites, allez, que pensez-vous de ces solutions-là? Si vous, un expert, si vous donnez 2-3 solutions, ça va vous dire, this one is meilleur que l'autre. Et là, vous pouvez interagir avec l'expert, avec des outils d'optimisation machine learning, afin que l'expert vous le guide. Donc vous guidez l'optimisation par des techniques de machine learning. Et là, je peux vous dire, c'est du pratique, ça, c'est pas de la science-fiction. Les industriels aujourd'hui, si vous ne donnez pas ces outils-là, personne n'utilise ces outils, personne. Et là, même l'expert, il va avoir des connaissances sur qu'est-ce qui caractérise les bonnes solutions. Les gens du génie civil, de l'automobile, de l'aéronautique utilisent ce type d'outils parce que vous devez concevoir un système, design. Il y a 1 milliard de solutions qui sont bonnes. Qu'est-ce qui caractérise les solutions bonnes? Machine learning peut aider. Si j'ai bien compris, en fait, on fait la prédiction en utilisant le modèle, et sur ces prédictions-là, on fait du clustering pour... Vous lui présentez les choses de façon simple. Parce que l'expert, si vous lui donnez 10 000 solutions, il va là. C'est pas possible de les analyser. Donc vous lui donnez, vous faites par exemple un clustering, et vous lui présentez quelques points, et à partir de le choix des experts, vous allez vous focaliser sur cet espace-là. Ne perdez pas votre temps. Ah oui, c'est itératif. Et là, ils sont très contents, les industriels. Vous leur présentez cet outil-là, ça change tout. Ça change tout. Donc l'idée ici est la suivante. Learning from the output, not only the input. C'est moins classique. Surtout dans les problèmes de design. Vous allez concevoir un pont, il y a des milliards de solutions qui sont bonnes. Comment? C'est pas... vous devez faire de l'apprentissage sur les bonnes solutions afin de guider l'expert vers des solutions de façon interactive avec plus de connaissances. Même l'expert va mieux connaître son problème. Très intéressant. L'expert va mieux connaître ses problèmes. Et vous imaginez dans les sciences d'ingénieur, tous les problèmes sont multicritères. Vous allez concevoir un pare-choc d'une voiture, une chaise, tout ce que vous voulez, un avion. Tous ces problèmes sont multicritères. Tous ces problèmes sont multicritères. Il n'y a pas un seul critère. Le coût, la qualité, la robustesse, S'il vous plaît. l'esthétique, tout. S'il vous plaît. Moi, j'ai un expert ici du design. S'il vous plaît, l'utilisation des méta-heuristiques suppose que le problème a déjà des solutions. A Non, déjà oui, une bien solution. sûr. Voilà. Là, j'ai déjà utilisé une méthode d'optimisation qui m'a donné des solutions. Voilà. Ouais, bien sûr. Là, je suppose que Donc, j'ai utilisé on une méthode suppose d'optimisation. déjà qu'il y a des solutions. Mais la solution n'est pas unique. Oui, voilà. L'output, il y a beaucoup de solutions. Voilà. Comment faire? Il y a des problèmes où il y a des milliers de solutions. Vous allez présenter à l'expert, c'est 6 milliers de solutions? C'est pas possible. Il faut faire l'apprentissage sur l'output. Et ça, c'est vraiment le problème que tout le monde rêve d'un outil qui vous donne la meilleure méthode. Et ça, c'est un problème très vieux. Pardon de remarque concernant celui-là. On ne résout que des problèmes qu'on trouve qui ont des solutions.
Si l'espace de solution est vide, on ne va pas travailler dans le vide. Et donc, il faut trouver avant tout qu'il existe des solutions. Oui, bien sûr. On répond. Donc, ça c'est un vieux problème. Oubliez l'optimisation. Il y a un problème qui s'appelle algorithm selection. C'est aussi vieux que l'algorithmique. Quel est le meilleur algorithme? Comment sélectionner le meilleur algorithme? Et là, dans les modèles de l'optimisation, le problème se pose. Vous avez un problème, il y a des milliards d'algos, always the best. Et là, vous pouvez modéliser ce problème online. Voyez-vous que j'ai donné des exemples. Vous pouvez le formuler comme un problème de classification. Vous pouvez le formuler comme un problème de régression. Vous pouvez le formuler comme un problème de clustering. Si vous voulez le formuler comme un problème de classification, eh ben vous avez un classifieur multiclasse qui va prédire le meilleur algorithme pour cette classe de problème. Si vous voulez le modéliser comme une régression, vous allez prédire une valeur score qui vous donne les meilleures performances pour cette instance-là, pour ce problème-là. Si vous voulez le modéliser comme un problème de clustering, ben vous avez des familles d'instances. Vous connaissez que pour cette famille-là, cet algo est meilleur, c'est un problème de clustering. Il suffit de faire de clusteriser vos instances et de connaître les meilleurs algos pour chacune des familles d'instances. Et puis il y a une nouvelle instance qui arrive, transfer learning, vous allez faire de l'apprentissage, vous allez déterminer le meilleur algo. Donc voyez-vous, il n'y a pas une réponse unique, mais il y a plusieurs réponses. Le machine learning ici peut être utilisé pour répondre à cette question-là. Et vous pouvez le faire online. C'est exactement la même chose. Vous avez plusieurs politiques. What's the best policy? Apprentissage par renforcement peut répondre online à cette question-là. Et puis, c'est pas interdit de rêver, c'est pas un rêve. Hein. Demain, pourquoi pas, générer automatiquement the best one, automatiquement, for a given problem, given instance. C'est permis de rêver, why not? Il y a des travaux là-dessus. Bon, c'est pas encore mûr. C'est pas encore mûr. Mais on peut imaginer demain, j'ai ce problème-là, j'ai cette famille d'instances, comment générer automatiquement un algo qui... Non, il suffit de définir une grammaire, hein, de l'ensemble des algos, et puis... Et donc nous sommes en train de parler du problème de généralisation. Ouais. C'est-à-dire nous sommes en train de tendre vers l'aspect de réflexion humaine. Pourquoi pas? On va faire mieux plus loin. Et là c'est un rêve. Peut-être qu'il y a des rêves. Peut-être qu'il y a des rêves qui sont acceptables, d'autres qui ne sont pas acceptables. Il faut toujours rêver. Il y a des choses aujourd'hui qui marchent, qui, il y a 10 ans, c'était du rêve. Et aujourd'hui, c'est plus du rêve. Mais une chose qui est simple, c'est quoi le nombre de pi? Dès qu'on était petit, on utilise le fameux nombre de pi. C'est quoi le nombre de pi? Est-ce que quelqu'un a lu ici vraiment chercher la valeur exacte du nombre de pi? Ça, c'est une grosse question. Si j'avais la réponse, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et donc, vous voyez, le cerveau humain, c'est quelque chose... Oui, c'est clair, mais il ne faut pas... On va... Wow. On n'a pas encore fini la première partie, donc j'accélère le... Donc, résumons. J'espère que vous êtes tous convaincus que le machine learning peut apporter pas mal de choses à l'optimisation. Mais attention, ça coûte. Ça a cost. So, posez-vous la question, le trade-off, le compromis entre le bénéfice qu'on a et le coût du machine learning. Ça coûte. Donc cette question-là, il faut toujours se la poser. Si toute cette batterie-là pour gagner epsilonesque, c'est une question qu'il faut se poser. Mais pour moi, sincèrement, cette question-là va être de moins en moins posée. Pourquoi? Parce que les capacités de calcul aujourd'hui, là, on mise plus sur la qualité que sur le temps, parce que demain, il y a des... Je peux vous dire qu'on va casser les choses. Là, la semaine dernière, j'étais à Singapour dans un salon de calcul de performance de demain. Je peux vous dire que le temps demain ne sera pas un problème important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a faire du deep learning, faire du truc, ça... Si vous n'avez pas un GPU derrière, vous êtes mort. Mais demain, aujourd'hui, les gens, il y a des solutions. Ce problème-là ne sera pas important. Plus la qualité que le temps. Good. Et puis, les perspectives,
il y en a des tonnes. Bien sûr, le domaine du machine learning évolue très vite. Deep Learning, Deep Motion Network, ces outils-là n'ont pas encore été fortement utilisés. D'autres problèmes, d'autres algos, les méthodes exactes, programmation par intervalle, Monte Carlo, programmation mathématique. Des problèmes d'optimisation plus complexes, critères, multiniveau c'est un peu de la théorie des jeux, des problèmes avec l'incertitude, l'optimisation dynamique. L'optimisation dynamique, là, le machine learning est très important. Prédire ce qui va arriver, afin que je sois prêt à répondre à des problèmes d'optimisation dynamique. Le problème change. Il faut prédire ce qui va arriver, et non pas attendre de façon passive. L'aspect software engineering, couplage des solvers d'optimisation avec les machine learning, et puis ça, hyper important. Nous, on travaille aussi beaucoup là-dessus. L'aspect conception parallèle, pour accélérer la recherche, ça c'est hyper important. Aujourd'hui, j'imagine, si vous n'avez pas des machines puissantes, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin, c'est pas possible. Le minimum, c'est une bonne machine multi-GPU, multi-cœur. Et les GPU, ça coûte pas cher aujourd'hui. Bon, c'est pas donné non plus. Et quelques milliers d'euros, vous avez une machine qui tient la route. Good. On passe à la deuxième partie. Je parle beaucoup. La deuxième partie, comment l'optimisation va aider le machine learning. Ça n'a rien à voir. Là, on change de cap, on change de direction. Et là, donc, je vais vous donner quelques exemples. Clustering, classification, feature selection, association rules et l'histoire des hyperparamètres. Et je vais peut-être vous surprendre. Peut-être. Quelles sont, à votre avis, les issues ou les questions fondamentales au machine learning? Pour moi, il y a 3 questions fondamentales. Pour n'importe quelle tâche. Première question, la représentation du modèle. Quelle est la structure, la forme fonctionnelle de votre modèle? C'est un arbre, c'est un graphe, c'est un réseau de neurones, c'est un partition d'ensemble. Quelle est la représentation de votre modèle? Ok? Si vous connaissez les arbres, mettez-vous en tête les arbres. Quelle est la fonction de score qui va mesurer la qualité de votre modèle? C'est un gros débat, attention. La définition de la fonction de scoring, c'est le débat. Bon, which one is the best? Une fois que vous avez défini votre modèle, pour moi, c'est comme si vous avez défini votre espace de recherche. Une fois que vous avez défini votre fonction de score, pour moi, vous avez défini votre fonction objectif. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il m'a trouvé le meilleur modèle. Excusez-moi, il reste à trouver le meilleur modèle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un problème d'optimisation, ça? It's optimization. Tous les problèmes de machine learning se formulent comme un problème d'optimisation. Mon rêve, moi j'ai pas le temps, mais mon rêve c'est demain trouver un bouquin sur le machine learning qui revisite toutes ces histoires-là et les formules qu'on a comme optimisation. Une vision optimisation de machine learning. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ramenez-moi n'importe quel bouquin machine learning. Chapitre clustering, top, top, top. Chapitre classification, top, top, top. Il manque une vision d'une personne de l'optimisation afin de bien formuler ces problèmes. Et la deuxième surprise, vous savez, pour toutes ces tâches, les méthodes les plus populaires, les plus utilisées, sont vraiment basic. Recherche locale, greedy. Recherche locale et des heuristiques gluten, constructives. Donnez-moi n'importe quelle tâche, n'importe quel algo, et vous allez voir, avec cette vision de l'optimisation, les algos les plus populaires, c'est les plus simples. Plus simples. Si vous me dites pourquoi, pour plusieurs raisons, mais c'est ça la réalité. Allez, ceux qui ne sont pas. Et puis la troisième, et vous allez voir à la fin, je vais vous donner quelques exemples qui génèrent des problèmes de très très grande taille. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on a des problèmes de très grande taille et des problèmes avec des fonctions objectives qui sont très coûteuses. C'est pour ça qu'on préfère la méthode simple. Ne pas compliquer le débat. C'est ça mes trois remarques. Et je vais vous... Mon problème, c'est recherche locale en respectant les contraintes. C'est les contraintes qui me posent problème. Donc, la notion de voisinage, recherche locale, c'est de bien choisir le voisinage. L'histoire des contraintes, vous savez, dans le domaine d'optimisation, c'est une histoire
très connu, c'est pas. C'est ça. Bien sûr, des contraintes, mon ami, il y a une grande histoire des contraintes, heureusement. Quand je parle de temps d'utilisation, je n'oublie pas les contraintes. On doit faire une pénalisation des contraintes pour. Les contraintes, c'est instinctif. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, sais pas, une solution réalisable. Mais dans le domaine de machine learning, c'est pas ça qui a bloqué les choses. Le domaine des contraintes, dans le domaine d'optimisation, il est déjà connu. Il n'y a rien de nouveau là. Bien sûr, le domaine des contraintes sont importants. Donc, prenons les problèmes de clustering. S'il y a des experts dans la salle, donnez-moi n'importe quel algo. Vous allez voir que les questions sont les mêmes. Donc, premièrement, sachez que tous ces problèmes sont des problèmes combinatoires NP hard, NP difficile. C'est des problèmes difficiles. Et il y en a beaucoup qui ne savent même pas ça, pour vous dire. Ok, supposons qu'ils connaissent que c'est un problème difficile. Toutes les méthodes K-means, K-median, K-médoïde, tout ce que vous voulez, c'est de la pure recherche locale. Ce qui va faire la différence de la génération de la solution initiale. Dans K-means, les centres aléatoires. Dans K-médoïde, un ensemble de points qui existe déjà. C'est des petites différences de voisinage, de sélection de la solution initiale, mais c'est de la recherche locale pure. Rien de plus. Dans les méthodes hiérarchiques, c'est des méthodes constructives, gluten. Il n'y a pas plus mauvais que ça, l'optimisation. C'est des méthodes gluten. Et, ouais, bon, on va accélérer un petit peu le truc. Les arbres de décision. Allez, discutons des arbres de décision. Le problème ici, les arbres de décision, le modèle il est connu. Trouvez le meilleur arbre. Tous les algos qui existent, tous, c'est des méthodes gluten, qui construisent l'arbre de façon greedy en utilisant différents critères, différents heuristiques. En fait, le critère le plus important ici, c'est comment trouver l'attribut le plus significatif. Pourquoi j'ai commencé avec Lincoln ici? Pourquoi ensuite j'ai attaqué l'âge student? Tous les algorithmes existants. C'est pour ça que la plusieurs se différencie par la façon de construire l'arbre de décision, le greedy algorithme. Et puis, je ne sais pas quand, 6-7 ans, bon, les algos greedy sont en optimisation, c'est, je dirais, les années 40, 50. Et puis, random forest. On connaît les avantages et les inconvénients des algos greedy. Random forest, c'est pour faire le parallèle. Dans l'randomize, c'est quoi pour moi random forest? C'est juste un greedy randomisé. Et ça, croyez-moi, que ça existe depuis 20, 30 ans dans le domaine de l'optimisation. Et là, random forest, je ne sais pas la date en tête, mais il y a une dizaine d'années, il y en a 8 ans qui ont été, et ça donne des performances. C'est l'un des top algorithmes aujourd'hui des arbres de décision. Idée simple, randomiser le greedy partout. On connaît les inconvénients. Donc, l'histoire de random forest, c'est au lieu de générer un seul arbre, parce que le greedy, c'est déterministe, si vous faites des erreurs en haut, vous êtes mort. Donc c'est de générer plusieurs arbres, ensuite faire un vote majoritaire, enfin d'une agrégation des modèles. Donc j'ai pas choisi cet exemple par là pour vous dire que si il y a 10, 20 ans, c'est pas trop tard, la communauté d'optimisation s'intéressait plus aux problématiques machine learning, on peut faire avancer ce domaine. D'accord? C'est un peu ça notre message. Et puis là, bon, alors là, dans ce domaine-là, mais là, c'est connu. Ça, les gens de la formation mathématique travaillent beaucoup là-dessus. Un deuxième exemple, si vous connaissez un petit peu les supports vecteurs machine, tous les problèmes issus des SVM sont des problèmes de programmation cognitive. Et là, bon, en effet, là, disons la vérité, que la communauté d'optimisation est très impliquée là-dessus. Si vous faites du SVM linéaire, les problèmes que vous allez avoir, c'est les problèmes quadratiques avec des contraintes linéaires. On sait faire. Par contre, si vous avez des noyaux qui ne sont pas linéaires, là, vous êtes mal. Là, heuristique, vous n'avez pas le choix. Là, on est présent. SVM, la communauté SVM, ça va. Bon, l'idée, ceux qui ne connaissent pas la SVM, c'est maximiser la marge. Trouver la séparation qui maximise la marge. Allez, discutons un peu plus des choses un petit peu aujourd'hui qui sont très populaires. Si aujourd'hui vous utilisez les réseaux de neurones pour résoudre votre problème, quelles sont les deux grosses problématiques? Il n'y en a pas mille. Il y a deux grosses problématiques. Lesquelles?
Quelle est votre meilleure architecture de réseau? Et quelle est... Bon, mais ça, bon, vous ne voyez pas ça, c'est un peu plus recherche. Quel est le meilleur algorithme d'apprentissage qui trouve le meilleur point? Bon, allez, on va plus se focaliser sur les réseaux convolutionnels, par exemple Deep Networks. Aujourd'hui, comment on fait? Allez, dites-moi. C'est Deep Learning aujourd'hui, c'est quand même communauté, même Google, hein, je sais comment ils font. Comment ils font aujourd'hui pour trouver le best network? Comment ils font? Non, non. Je vous assure, ouais, il y a 3 techniques, jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas aussi facile que ça. Manuel, on joue. Voilà. This one is good. Ce qu'ils appellent grid search, en fait, c'est grid search, c'est... Ouais, les paramètres, on est dans une grille, on génère chaque point dans une grille. Ouais, la diversification, là, on revient, c'est du grid search, on décompose et puis on génère, et puis manuel grid, un random search. Ah, d'accord, très bien. Bayesian, je vous ai parlé tout à l'heure. L'optimisation Bayesian. Ouais, là, on commence à utiliser l'optimisation Bayesian. Vous vous rappelez de ce que j'ai présenté au début? Merci. Ce que j'ai présenté, ce qu'on appelle l'optimisation Bayesian. L'histoire des surrogate models, etc. Ça, c'est l'optimisation Bayesian. Et pourquoi on commence à utiliser l'optimisation Bayesian? Parce que c'est le problème où la fonction objective est très, très coûteuse. C'est quoi la fonction objective ici? C'est faire un apprentissage, cross-validation, une semaine. 1 week. C'est pour ça, il y a des raisons, hein, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles, il y a des raisons. Et là, on commence, voyez-vous, à utiliser l'optimisation Bayesian. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un domaine chaud. Pourquoi utiliser l'optimisation Bayesian? Parce que la fonction objective est très coûteuse. Donc, vous vous rappelez de ce que j'ai raconté tout à l'heure dans la première partie? Pour éviter d'évaluer Non, pour éviter de... Je prédis le modèle, je ne vais pas faire un apprentissage à chaque fois que j'ai un paramètre. C'est pas possible. Une semaine. Les gens ne vont pas attendre 2 ans pour avoir le meilleur architecture. Là, on commence à travailler dessus, là, on a une thèse là, qui commence. Non, mais actuellement, pour surmonter le problème, parce qu'on va rentrer dans le big data, c'est la taille des... Ah oui, oui, là, j'ai pas fini. Merci Rafia. J'ai pas fini. Oui, la question du gradient algorithme, comme il a dit, l'optimisation Bayesian, actuellement, qu'est-ce qu'ils font? C'est le gradient stochastique. Le gradient stochastique, c'est ça qui va faire l'intervenir du surrogate, de l'astuce, qui est un représentant. On va entrer dans le problème, comme il a dit, trading for base et variance, c'est-à-dire comment faire un compromis, parce que quel échantillon que tu vas choisir. Ça, c'est actuellement ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est comme vient de dire, on va retourner dans ce gate. Et autre chose, la deuxième chose pour finaliser mon débat, posez la question à des experts d'optimisation continue. Dites-leur, messieurs les experts, qu'est-ce qu'un problème de grande taille pour vous? Parce que vous avez une idée là. Donc, l'optimisation continue. Hein. Vous regardez les benchmarks, d'ailleurs, j'ai pas posé la question à votre étudiant ce matin, mais quelle est la taille des benchmarks des gens aujourd'hui? Dans l'optimisation continue. Hein. Il va vous dire 50 variables, 100 variables, this is big. This is big for me. Là, je vous annonce la couleur. Là, il faut que je mette à jour le slide. Il y a 6 mois, 4 millions, on m'a donné un nouveau problème la semaine dernière, 15 millions de variables. 15 millions de variables. My God, pour passer de 50 à 15 millions, minutes some time. Hein. Donc, 15 millions de variables plus des fonctions objectives très coûteuses, on est mal. dans l'intelligence artificielle, c'est décentralisé. C'est ça le deep learning. Et attention, ne pas oublier, je vous insiste, un gros problème pour la communauté, c'est 50 variables, 100 variables. Wow, this is very big. Regardez les papiers, allez sur Google, large scale continuous. Et vous allez voir, 50, 100 is a lot. Non, 150, allez, more. 50 variables pour eux, c'est... D'ailleurs, les instances de votre étudiant ce matin, c'était combien le maximum? Non, mais c'est normal parce qu'on... Oui, je sais que c'est normal, mais les fonctions classiques, c'est vraiment petit. Les librairies, les benchmarks aujourd'hui de la communauté sont très petits. Très petits. Moi, je me rappelle, j'ai écrit un article il y a 2-3 ans, dont le titre est Big Optimization. On a développé de nouveaux algos.
On n'a pas trouvé des benchmarks au-delà de 100 euros. J'ai pas trouvé. Des benchmarks connus, pas des benchmarks que j'invente. Dans l'ingénierie des designs, Oui. on fait appel à l'élimination pour réduire la dimension. Bah, phytoselection. D'autres idées, la sélection d'attributs pour réduire la taille. Réduire la taille. Sélection. Et pour la chose, votre modèle, de vos modèles d'optimisation qui ne sont pas ici et sont engendrés par l'aspect déployé et suite d'optimisation des architectures. Algorithme d'apprentissage, ce sont des modèles d'optimisation mais à variable X. Ah oui, non, ne vous inquiétez pas. Et discret. Je vais en parler. Là, c'est. Là, c'est. Ouais, bonne remarque. Et puis, j'ai pas parlé de ça. La dernière surprise, quelles sont les méthodes d'apprentissage? Stochastique, gradient. On est content, on est heureux. Ouais, mais en même temps, on n'est pas. Mais il y a des raisons. Ah, oui. Il y a des raisons. Un gradient, tout le monde est heureux. Stochastique, gradient, tout le monde est heureux. Personne ne pleure. Et il y a personne qui a montré la convergence, il y a personne qui a montré même l'interprétation entre les itérations. Ça, c'est un grand problème. Ça, c'est- Non, mais je ne vais pas vous compliquer le débat parce que c'est une question hyper importante. Vous savez pourquoi aussi? Pourquoi les gens sont contents? Parce que pour ces problèmes-là, il ne faut pas oublier une chose. On n'a pas intérêt aussi, c'est bizarre, les problèmes sont tellement mal formulés qu'on n'a pas intérêt à trouver l'optimum global. Parce qu'il y a l'histoire d'overfitting. Si, c'est vraiment... Si vous avez... C'est pour ça qu'ils sont contents, ils préfèrent une solution qui n'est pas très optimale, parce que si vous avez l'overfitting, c'est un souci aussi. C'est compliqué. J'ai en fait lu quelque part que lorsque la dimension de l'espace est très Je sais grande, ce que vous allez dire. peut-être qu'on parle de l'existence de l'optimum global. Je vais aller dans votre sens. En fait, c'est tellement des problèmes de très grande taille. C'est pour ça que je vous ai dit l'histoire du landscape analysis. Mais personne ne l'a fait de façon sérieuse. Même dans les articles des grands là, qui aujourd'hui ont obtenu la médaille de Turing, c'est les gens de deep learning, les trois stars, même en lisant leur article, il n'y a pas des études sérieuses, mais ce qu'ils disent, c'est que la taille du problème est tellement grande, les optima locaux, il y en a tellement, et il y en a tellement qu'il y a une bonne qualité. Mais il ne suffit pas de me le dire. Il n'y a pas des travaux solides qui vont aller loin. Mais c'est vrai que, je vous confirme, en effet, c'est des problèmes de tellement grande taille, il y a beaucoup d'optima locaux. Et il y a beaucoup d'optima locaux en sorte de bonne qualité. C'est pour ça que le gradient marche, quelque part. Mais il y a du travail qui reste à faire, incontestable. Puis bon, je vais virer à l'histoire de sélection d'attributs, celui-là, alors là, c'est une optimisation combinatoire pure et dure. La sélection d'attributs, les règles d'association. Mais ça reste toujours, c'est un Ah oui, problème. c'est très très chaud, très très chaud. Et là, il y a beaucoup de choses à binaire. faire. Voilà. Beaucoup de choses à faire. Règles d'association, la même chose. Beaucoup de combinatoires. Ah oui, donc là, je m'arrête parce que c'est important. Les hyperparamètres. Tous les modèles de machine learning, il y a beaucoup d'hyperparamètres. Comme on fait toujours la même chose. On joue. Et ben, si vous utilisez n'importe quel modèle, il y a des paramètres. Comment faire ça de façon rigoureuse? Eh bien, faites appel à l'optimisation, mais toujours le problème, expansive function. Merci à l'optimisation bayésienne. Mais tout ça, c'est tout nouveau. Dans les librairies aujourd'hui, vous n'avez pas ça. Dans les librairies d'aujourd'hui, il n'y a pas ces outils-là. Demain, sûrement. Beaucoup de monde travaille là-dessus. Mais aujourd'hui, si vous utilisez l'arbre de décision SVM ou les réseaux de neurones, il n'y a pas une boîte qui vous dit what's the best. Vous êtes obligé de vous débrouiller. Ou bien par défaut. Allez, 100, deux couches, 100 neurones par couche, et on y va. Soit par défaut, soit vous jouez. Mais je suis sûr que dans 2-3 ans, dans les librairies, la Skyler, ou Toto, ou je ne sais pas quoi, R, vous allez avoir des outils qui vont vous aider. Pourquoi dans une même couche, on ne donne pas le droit de faire plusieurs corrections d'activation? Ah oui, vous C'est une savez, raison de simplification, tout simplement. j'ai pris, cette année, j'ai pris un PFE d'ingénieur. Au lieu d'attaquer Oui, horizontalement, verticalement. Mais déjà le problème est compliqué, donc il faut pas le déjà comme ça, et vous allez leur dire maintenant en fonction de l'activation.
Quand je veux réduire le nombre de couches, oui, descendant en profondeur. Écoute, sa question, c'est là. Et je vous assure que la station d'activation est très critique. Pour l'instant présent, les RNA se sont développés à partir de l'aspect biologique, du cerveau humain, du cerveau des êtres. Et chaque neurone qui intègre notre cerveau a sa capacité, à sa fonction propre, à sa fonction de transfert. Il y a les réseaux, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des réseaux neuromorphiques qui arrivent. Selon Et tout là, ça, nous prend les fonctions d'activation identiques. Pour réussir en fait la méthode de descente. Tout ça. j'ai pris un PFO, ingénieur, Julien, on va prendre la librairie à Scanner, parce que l'INRIA est impliqué dans cette librairie-là. On prend le modèle des réseaux neuronales, on prend tous les paramètres, tout, pour son activation, etc. Et là, merci de votre remarque, d'ailleurs j'en parle en conclusion. Vous croyez que des problèmes mixtes, continu, du discret, des contraintes, c'est compliqué. Et là, la taille d'espace de recherche, le nombre de variables continues, le nombre de variables binaires, discrètes, combinatoriales, les contraintes. Même à mes étudiants, je leur dis, calmez-vous là. Donc on a étudié de façon un peu un à un, on a extrait quelques paramètres, 4 ou 5, dont la fonction d'activation, et on a remarqué que la fonction d'activation avait un rôle très important. Et puis on a vu, on a utilisé l'optimisation bayésienne et on a amélioré les choses de façon automatique. Mais on a réduit la complexité parce que c'est des problèmes très très durs. Donc, et n'oubliez pas une chose, hein. Vous avez parlé de ça, vous avez oublié de parler de l'incertitude. L'incertitude. Vous savez que le même modèle, vous l'évaluez plusieurs fois, il y a des résultats différents. N'oubliez pas. Et puis, expand ses objectifs. Donc toute la complexité de l'optimisation est là. L'incertitude, la complexité au niveau de la fonction objective et du mixte combinatoire, discret, des contraintes tout azimut et l'espace de recherche et l'alimentation. C'est des jolis problèmes. Les experts du domaine. On a pour 10 ans de travail. Good. Et c'est pour ça que, bon là il y a beaucoup de choses à faire. C'est clair. Des approches parallèles, multicritères, utiliser des optimisations avancées, l'aspect incertitude. La fonction objective est incertaine pour machine learning, elle est incertaine. Vous prenez le même modèle, vous faites une cross validation, vous changez la test, c'est un résultat différent. Et ça, les gens d'optimisation savent faire. Pourquoi ne pas utiliser les résultats d'optimisation robuste, d'optimisation stochastique pour ça? On sait faire ça. Et surrogate ou l'optimisation bayésienne, et puis un peu de cube. Bon, ça ne sert à rien cette pub, parce que l'événement est déjà... C'est pour ça qu'on a créé une conférence. Ça n'existe pas. Optimization and learning. On ramène les gens des deux pour discuter, parce que les deux communautés ne se parlent pas. Ils sont fâchés. Vous savez comment ça se passe. Si vous dites à l'équipe machine learning que l'optimisation, ça peut aider, il va vous tirer dessus. Donc il faut s'éloigner un petit peu. Donc on a créé un événement où on peut débattre. D'ailleurs, au mois de janvier, il y a eu des gens de la CES qui sont venus. On a programmé ça en Thaïlande. Mais l'année prochaine, ça sera on va aller à la nage. À la nage, à Cadiz. Donc, en janvier ou février, je ne me rappelle plus, on a 2020 à Cadiz. Vous connaissez Cadiz, hein? C'est presque le Maroc. Donc, louez un petit bateau et puis venez nous voir. À la nage. Mais ramenez vos papiers avec vous. Hein. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est un échange entre l'optimisation et le machine learning. Et puis, il y a pas mal de... J'organise pas mal de numéros spéciaux dans ce journal-là. International Transactions. Et puis Swarm, et on est en train de faire un bouquin, là, j'avais reçu mon mail sur une sélection de quelques chapitres dans son domaine. Donc là, il suffit de faire OLA 2020, et vous allez avoir l'histoire du calcul. Des questions? Bien. D'utiliser en fait
Ce qu'on a, je prends un exemple concret, c'est-à-dire un problème d'ingénierie de design sur lequel on a besoin de calculer les conditions. J'ajoute un nouveau calcul. L'historique que j'ai utilisé, en fait, ce que j'ai mis en place comme base de connaissances, l'exploiter pour résoudre de nouveaux problèmes avec d'autres types de contraintes. Et donc, je vais essayer d'exploiter en fait ce que j'ai sur le premier problème pour mieux en fait aller chercher rapidement la solution du problème 2 qui est tout simplement le même design. Il y a une contrainte de plus, et là je voir un petit peu. Ça, c'est thématique qui, aujourd'hui, J'ai tendance qu'il y a une combinaison immédiate des solutions. ça, je vous recommande cette histoire-là. Je ne comprends pas. L'expérimentation montre que je prends les mêmes conditions limites qui sont de type directif. Des points de chargement, 2 points de chargement. Je vais isoler chacune, j'aurai une solution. Et quand je prends l'autre, c'est une autre solution. Quand je les mets les deux, c'est une hybridation des solutions. Ça va les que c'est la programmation. Non, ce n'est pas une programmation linéaire. Ma fonction, Parce que si c'est linéaire, il n'est pas linéaire. c'est un problème de solution. Non. Atteindre ces extrêmement en 2 points extrêmement toutes combinaisons linéaires, tant toutes combinaisons. Ma fonction objective est non linéaire, mes contraintes sont linéaires. Ouais, Mais ça va. l'expérimentation montre qu'il y a quand même une solution qui vient du problème et l'autre, il y a une hybridation des deux. C'est un bon exemple, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'exemples intéressants à militaire. Moi, j'aimerais bien ce que j'entends pas, avec l'apprentissage, il s'agit de voir moi je dis non. Si on maîtrise l'optimisation, ça ne reste pas de boîte noire. Les lacunes, c'est l'outil mathématique. C'est l'optimisation. Si on ne sait pas de l'optimisation, ça reste pour nous une boîte noire. Je vais vous dire une chose. Si on est carré en optimisation, c'est plus une boîte noire. Non, Il y a des problèmes en optimisation continue pour l'évaluation de la fonction. Ça prend 24 heures. Dans un serveur de ligne réelle sur Mais oui, les métamodèles, on ne pouvait absolument utiliser que les et métamodèles. donc, j'estime que le modèle n'était pas bien choisi. Rachid, je ne pense pas que c'est le débat. Pour moi, pour finir, c'est un débat important. Aujourd'hui, c'est quoi être data scientist? Non, mais ça, j'ai discuté avec les industriels de plusieurs niveaux. Et j'ai des industriels qui sont des chercheurs très tôt. Dans certaines entreprises, le gros débat est dessus. Qu'est-ce qu'un bon data scientist? Aujourd'hui, l'avantage, il y a beaucoup de librairies qui nous facilitent la vie. Il y a des librairies aujourd'hui qui intègrent state of the art algorithms. Donc, c'est quoi mon discours? C'est quoi le discours de ces gens-là? N'importe qui peut, c'est facile d'être data scientist, tout dépend de ce que vous avez en face. Si en face, vous avez des applications où il y a une marge d'erreur qui n'est pas importante, tout le monde saura le faire. Je peux vous le dire rapidement, n'importe qui ici dans la salle, du moment qui est à la base, il peut aller jouer avec les librairies rapidement. Mais, si vous avez une application critique, où 0,001% est important, là il faut avoir des experts, bac plus 10, il faut avoir des experts au fond. Mais 99% des applications, si vous travaillez à Allemandjan ou grande distribution au champ, ils n'ont rien à cirer. N'importe qui peut faire un travail, bac plus 3, bac plus 2, bac plus 4, bac plus 5. Mais certaines applications, par exemple les véhicules autonomes, si tu n'as pas bac plus 15, reste chez toi. C'est ça la différence, ok? Sauf seulement, je vous dis comme information, c'est que là, c'est des gabarits de l'optimisation machine learning. C'est أول الأساس ديال شي لا ديال فاس ديال الابليكاسيون ديال الفيديو aussi chez Amateur. Avec c'est des amis à moi. Talbi, c'est un grand ami, je le connais, ça fait longtemps. C'est quelqu'un qui est connu. La relation entre le machine learning et le métahéristique. Parce que le métahéristique, c'est un algorithme stochastique. Il est bon pour résoudre des problèmes plus complexes que le frontal. Alors, si vous avez des questions, ou là, مثلا بغيتو شي حاجه خاص قلبي اللي بغى يمشي لعندو او انا ضمن
C'est bon? Et on les comme l'artiste, hein? Les étudiants, Si y a des étudiants, ah, bah, merci.